projecteur sur l'Afrique qui bouge à travers les innovations et les expériences qui font bouger les lignes. Une occasion de réfléchir aussi sur la marche de l'Afrique avec notre invité. C'est l'heure d'Initiative Africa. Bienvenue à toutes et à tous. Voici le sommaire de votre magazine. Rencontre avec Marilyn Doualabel. Nous retrouvons pour la deuxième semaine cette princesse africaine devenue économiste du développement. Elle a choisi de revenir au Cameroun pour donner ses lettres de noblesse à la scène culturelle de Douala. Un véritable parcours du combattant pour faire triompher la puissance de l'expression artistique dans un pays complexe et tourmenté. C'est notre invité du jour. Une ville, c'est un espace dans lequel il existe des énergies, il existe des dynamiques, il existe des pôles d'activités qui se déplacent et qui bouillonnent, surtout dans cette ville de Douala. Comment l'art africain ancien continue-t-il d'influencer la création contemporaine? La question se pose avec l'acuité dans les milieux artistiques. Je suis très sensible à cette notion de fin du primitivisme, c'est-à-dire la fin d'un certain regard porté par le monde de l'art, qui est quand même essentiellement un monde de l'art européen et américain. Vivre dans des villes, mais avec l'art en partage, c'est la promesse des artistes de street art à Accra. C'est bien, c'est très bien. Et cet art nous aidera à voir les jeunes qui ont du talent et qui n'ont personne pour les soutenir. Donc, cela montrera ce qu'ils ont en eux. L'engouement récent pour l'art contemporain africain dans le monde accompagne le succès croissant des expositions et des galeries d'art spécialisées, que ce soit en Europe, aux États-Unis ou dans les grandes métropoles du continent. Mais à voir les récentes expositions, cette fièvre acheteuse a aussi ouvert un débat central parmi les artistes et les experts. Quelle place occupe vraiment l'art africain ancien dans les œuvres d'aujourd'hui? Notre journaliste Lionel Cauchois s'est intéressé à ce dialogue artistique entre l'ancien et le contemporain. Regardez. Réduite à un modèle plastique par l'avant-garde artistique occidentale du début du XXe siècle, la perception de l'art traditionnel africain a changé avec le temps et les connaissances. Cette année, à Paris, le musée du Quai Branly Jacques Chirac et son exposition Ex-Africa se sont penchés sur la question en donnant l'occasion à 34 artistes de la scène contemporaine actuelle de redonner vie à cet art ancien avec une idée forte, dénoncer une vision primitive de l'art africain. Le point de départ, c'est précisément la dénonciation de cette idée d'art qui serait primitif et qui n'aurait d'intérêt que par rapport à l'histoire des avant-gardes. Ce qu'on appelle le primitivisme. Enfin, il suffit d'entendre ce que signifie le mot primitif pour comprendre ce qui ne va pas. Puis dans un deuxième temps, montrer comment les arts anciens d'Afrique ont été emportés dans une sorte de mouvement de consumérisme, c'est-à-dire qu'ils ont été considérés comme d'aimables objets décoratifs qu'on pouvait reproduire avec une presque industrie du faux très prospère et qui continue encore aujourd'hui. Mais dans un troisième temps, comment les artistes, alors les artistes africains, pas africains, actuels, tous actuels, se ressaisissent de ces formes pour leur donner une nécessité, des significations, des symboliques propres. Un dialogue entre art ancien d'Afrique et art contemporain, pas que pour la forme. Les artistes ont évoqué également à travers leurs œuvres les enjeux de l'Afrique actuelle. C'est le cas de l'artiste béninois Romuald Azoumé et son installation No Return. Retracer le symbole du serpent sacré, du python sacré, mais le faire avec des semelles de tongs, qui sont tout ce qui reste des gens qui se sont embarqués sur les plages du Bénin pour essayer de rejoindre celles du Maroc et peut-être au-delà l'Europe. Parmi les artistes exposés, le franco-béninois Emo de Medeiros a proposé une vision plutôt moderne de l'art africain traditionnel, avec une série d'œuvres qui plongent l'Afrique dans l'ère du numérique. Avec Electro-Fétiche, une version dématérialisée du fétiche ouest-africain, l'artiste installe un dialogue direct avec le visiteur. Originalité de l'œuvre, elle permet de faire une offrande à l'aide de son téléphone portable et de recevoir en échange un message propitiatoire. Je présente aussi l'installation qu'on voit derrière moi, qui est composée de boîtes de conserve, de statuettes en bois, certes pour certaines, en impression 3D pour d'autres, de calebasses, de puces NFC, de puces électroniques, et d'écrans LCD sur lesquels défilent des symboles
de l'IFA, qui est un système de divination et philosophique, je dirais même plus généralement, ouest-africain du Nigeria et du Bénin. Une création qui remet en cause avec humour les codes hérités du primitivisme, un pied de nez aux idées reçues sur l'art du continent. Je suis très sensible à cette notion de fin du primitivisme, c'est-à-dire la fin d'un certain regard porté par le monde de l'art, qui est quand même essentiellement un monde de l'art européen et américain, et d'autre part de montrer la vitalité et la charge que comportent ces formes et ces concepts aussi. Dans la dernière partie de l'exposition, appelée Activation, le photographe franco-sénégalais Aloumbe s'est interrogé sur l'avenir de l'Afrique avec une série allégorique saisissante sur le rite initiatique. L'édification est une série de 9 photos qui représentent chacune des rites d'initiation à la vie. Le fil rouge entre ces photos sont ces casques de réalité virtuelle qui sont là pour symboliser l'ère digitale contemporaine qui vient justement biaiser les rites d'initiation à la vie. Une œuvre qui nous emmène également dans un voyage plus introspectif. L'artiste invite l'Afrique à reprendre en main son destin et à puiser sa force dans sa culture traditionnelle. Ces statues anciennes d'Afrique sont là pour... ce sont les gardiens du patrimoine culturel de l'Afrique. Après avoir passé tous ces rites d'initiation à la vie, on réalise que notre identité réside dans la paume de notre main, c'est-à-dire que nous sommes maîtres de notre destin et c'est à nous de choisir ce qu'on va faire avec le temps qu'on a et les gestes que l'on fait. Tordre le cou aux idées reçues, montrer son extraordinaire vitalité sur la scène contemporaine, cette exposition a changé notre regard sur cet art ancien d'Afrique qui reprend ici sa légitimité. Une valeur supplémentaire à la compréhension de cet art contemporain du continent, aujourd'hui en plein essor, avec des ventes qui ont été multipliées par 10 depuis seulement 2 ans sur les marchés européens et américains. Je vous le disais en titre, notre invitée Marilyn Douala-Bel a fait le choix de revenir au Cameroun il y a plus de 30 ans avec son mari, l'historien de l'art, Didier Chob. L'amour de la ville de Douala et de l'art sous toutes ses formes, tel a été le destin de ce couple exceptionnel. Et aujourd'hui, Douala Art, le centre d'art contemporain qu'ils ont cofondé, est une institution rare en Afrique. Marilyn Douala-Bel s'est confiée à notre correspondant Aboubacar Sidik Monchili sur sa mission. Bonjour Marilyn Douala-Bel. Revenons sur ce rapport profond entre votre centre d'art contemporain Douala Art et Douala. Comment le définissez-vous? Douala Art, Douala Art, la ville de Douala et l'activisme, l'action, l'insufflation d'une dynamique artistique dans cette ville de Douala. Douala Art. Une ville, c'est un espace dans lequel il existe des énergies, il existe des dynamiques, il existe des pôles d'activités qui se déplacent et qui bouillonnent, surtout dans cette ville de Douala, qui est un bouillonnement permanent. C'est une ville, je dis souvent que c'est une ville pop-up, c'est une ville de mangrove, et, qui est entourée, qui est née même de quasiment la mangrove, et on peut passer à un endroit un matin, le soir on repasse et c'est plus la même chose. C'est une ville qui a une véritable énergie intrinsèque et le rôle que nous avons assigné aux artistes en intervenant dans l'espace public, c'est de nous faire lire, de nous faire découvrir ces différentes énergies de cette ville de Douala. Et il était très important que les artistes s'emparent de la dynamique urbaine, s'emparent des énergies et comme ils travaillent beaucoup avec l'invisible, même qu'ils le rendent visible, il est important qu'ils nous aident, nous tous, qui sillonnons cette ville, à décrypter un certain nombre d'énergies et finalement à nous livrer des discours sur la ville de Douala, en toute sensibilité. Une institution artistique ancrée dans la ville, en quelque sorte? On s'intéresse beaucoup à toute la manière dont l'artiste va dialoguer, incorporer la parole, la pensée, les désirs et quelquefois les frustrations des habitants. Donc quand une œuvre s'inscrit dans un quartier, ce n'est pas un jour un artiste qui vient, il a fait son œuvre dans son atelier, plam, il vient le poser là, la poser là. Non.
il y a toute une conversation et l'œuvre se crée en fonction des relations qui s'établissent avec les habitants. Raison pour laquelle les habitants s'approprient complètement cette œuvre-là et en sont très fiers. Vos projets sont-ils toujours bien accueillis sur le terrain? Jusqu'à maintenant, je crois qu'on a eu 2 soucis. Douala est né en 1991 et la première œuvre d'art public que nous ayons inscrite dans cet espace date de 1993. Dégradation naturelle, elle n'existe plus. Nous avons eu 2 fois, non une seule fois, du vandalisme sur une pièce qui était en métal. Et il y a eu un moment M où le métal a commencé à se vendre. Et donc des vandales ont découpé les pièces. On pense aussi à la controverse autour de la statue de la Nouvelle Liberté aujourd'hui, très célèbre à Douala. Racontez-nous. L'œuvre a fait du bruit et c'était extraordinaire parce que nous étions partis de l'idée qu'il allait y avoir des cris d'orfèvre, des cris d'horreur par rapport aux matériaux, par rapport au choix, à la qualité esthétique de cette œuvre-là, dont on ne peut pas dire qu'elle soit belle. Elle est forte, elle est expressive, elle est généreuse, mais on ne pourra pas, je ne crois pas qu'on puisse y mettre le mot beau. Donc on savait qu'il y aurait, on pensait qu'il y aurait des réactions à ce niveau-là. Et non, la réaction première, c'est pour une partie, et je dirais une petite poignée de la population, c'est un rejet. C'est un rejet, une petite partie, vraiment une petite poignée, mais qui sait faire du bruit. Souvent, le petit bout de l'ongle fait plus de bruit que le bras lui-même. Bon. Et il y a eu donc cet appel, d'une part, à détruire, d'autre part, à verser le sang du directeur artistique de Didier Chauve, et m'insultant comme pseudo-princesse qui ne défend pas les intérêts de sa communauté. Pour quelle raison? Et c'est là le cœur du débat qui s'est produit. C'est vraiment pop-up. L'émergence de quelque chose d'inattendu, c'est l'artiste Eba Mileke. Qu'est-ce que c'est que cette pseudo-princesse? Et ce monsieur qui vient de mettre un Eba Mileke au cœur d'un village, etc. Ça a été très intéressant parce que je crois, et malheureusement on n'en a pas d'autres occasions aujourd'hui, la première fois, à ma connaissance, qu'il y avait un débat public sur la question ethnique au Cameroun. Et ça pour moi c'était extraordinaire parce que je pars du principe qu'il n'y a pas un problème qui ne se règle pas par le dialogue. Le dialogue, la discussion, l'énoncé de ce qui me dérange contre l'énoncé de l'autre sur ce qui le dérange permet d'avoir une plateforme de rencontre et de dialogue. Et la Nouvelle Liberté, l'œuvre s'appelle comme ça, la Nouvelle Liberté a été à l'origine d'un vrai débat public qui, à mon avis, a beaucoup désamorcé pour une certaine génération, a beaucoup désamorcé la peur de l'autre, a beaucoup désamorcé la haine de l'autre, etc. Malheureusement, il faudrait plusieurs nouvelles libertés aujourd'hui pour que ce débat public se poursuive et qu'on ne soit pas dans le repli identitaire dans lequel on est aujourd'hui et qui est préjudiciable au développement, je reviens à mes premiers amours d'études, au développement d'une nation, au développement d'une collectivité constituée de différentes communautés. Bienvenue pour la deuxième partie de notre émission. Restons dans l'univers de l'art dans la ville justement. Alors que plus d'1,3 milliard d'Africains vivront en zone urbaine en 2050, la place de l'art y devient un véritable débat. Déjà, les métropoles du continent s'ajustent en douceur à de nouvelles aspirations qui font la part belle à la créativité des artistes locaux. Exemple à Accra où s'est développée toute une tradition d'art mural, du street art, pour accompagner l'évolution de la capitale. Regardez, c'est un reportage de Georges Ebosake accompagné du caméraman John Awotwi.
La ville d'Accra, effervescente, est connue pour ses embouteillages persistants. La nature cosmopolite de cette ville ouest-africaine favorise une évolution constante à travers ses infrastructures et projets. Une des transformations actuelles saluées par la capitale est le projet Mur de la ville, à travers lequel des artistes locaux collaborent pour embellir les rues animées d'Accra avec des peintures murales vibrantes d'une riche signification culturelle et historique. Ces peintures massives sont une initiative du Conseil des arts créatifs du Ghana. À son origine, plus de 50 artistes professionnels appartenant à l'Association ghanéenne des artistes visuels et Accra Doll Art, un réseau créatif ghanéen qui promeut l'art alternatif. Le rôle de l'art dans l'espace public avec le but d'embellir la ville a été identifié il y a plus de 30 ans, lorsque le commissaire à la culture et à l'art de l'époque, le Dr Ben Abdullah, a dirigé un projet. Il visait à immortaliser le père fondateur du Ghana, le Dr Kwame Nkrumah, en créant le mausolée Kwame Nkrumah. Dans le cadre de ce projet, il a convié de jeunes artistes ghanéens à créer un relief pour la façade du musée de la bibliothèque Kwame Nkrumah avec des œuvres de Wiz Kudovo. L'ensemble du projet concernait Kwame Nkrumah. Et Kwame Nkrumah, c'était l'Afrique. Et en plus, Kwame Nkrumah était marié à une Égyptienne. Il y a tellement de choses qui sont entrées dans la réflexion et qui sont intégrées là-dedans. Il était marié à une Égyptienne et l'Égypte représentait le berceau de la civilisation africaine à l'époque. Alors j'ai pensé que c'était un bon thème pour développer ce relief. Alors j'ai mis en place le dessin qui reflétait tout cela. Aujourd'hui, des peintres renommés du Ghana placent cet art expressif dans les espaces publics en utilisant les façades en béton des différents passages supérieurs autour d'Accra comme toile. Un de ces passages supérieurs est l'échangeur Akoadje, le long de la route principale menant au centre d'Accra, qui traverse également le cercle de Nkrumah sur la rocade jusqu'à la partie côtière d'Accra. Les peintures sont centrées sur la culture traditionnelle et les portraits historiques. Un de ces portraits est celui d'Ebenezer Akoadje, ancien ministre de la Justice, homme d'État, homme politique, avocat, journaliste et membre fondateur de la United Gold Coast Convention, le premier parti politique du Ghana. The murals you see as part of the urban design work. Les peintures murales que vous voyez font partie du travail de design urbain pour embellir la ville. Au lieu d'avoir des affiches parfois dégradées sous les ponts et les travaux de béton en ville, nous devrions plutôt avoir des peintures qui font partie de l'embellissement de la ville. Donc cela fait partie des œuvres de la ville. En fait, nous l'appelons art public. Et l'art public, cela pourrait être des peintures murales comme les peintures que vous voyez, mais il peut s'agir de sculptures comme la sculpture du docteur Busia au 37 ou encore la sculpture du roi Taki Tawia dans le parc des Rawlings. Les personnes qui traversent le quartier sont émerveillées par la fraîcheur que ces œuvres d'art dynamiques apportent à ces espaces publics. C'est bien, c'est très bien. Et cet art nous aidera à voir les jeunes qui ont du talent et qui n'ont personne pour les soutenir. Donc, cela montrera ce qu'ils ont en eux. Certains d'entre eux ont peut-être terminé leurs études universitaires et n'ont pas d'emploi. Mais montrer ce talent nous aidera simplement à le savoir. Si cette personne a ce talent, nous pourrions simplement l'aider à l'exposer en grand et face au public. Celui-ci est un storytelling, une histoire racontée. Ces œuvres peuvent raconter beaucoup d'histoires. Et ainsi, nous pourrions demander à nos pères et grands-pères de nous en dire plus à ce sujet, parce que nous ne pouvons raconter beaucoup d'histoires autour de cela à moins de leur demander. Ce n'est qu'ensuite que nous pourrions raconter des histoires à travers ces œuvres, car chaque œuvre d'art de cette nature a un sens. C'est donc très beau. J'encouragerai personnellement le gouvernement à construire un musée beaucoup plus grand, où des œuvres d'art pourraient être exposées. Car à travers cela, nous faisons la promotion de l'industrie artistique.
Chaque fois que je viens ici avec mes filles, en fait, elles vont à l'école ici, chaque fois que je les cherche à l'école et quand j'arrive ici, je vois la beauté de l'art. Très impressionnant. Les artistes ont également travaillé à l'échangeur de Tété Karchi. Ils ont remplacé les murs en béton de son viaduc qui avait été précédemment dégradé avec des affiches usées et d'autres supports publicitaires. Aujourd'hui, l'échangeur expose de magnifiques peintures murales rendant hommage à des héroïnes telles que la première femme médecin Suzanne Ofori-Atta, l'industrielle Esther Oklo, la première femme avocate Annie Diagué et la guerrière Ya Asantewa qui a combattu les Britanniques parmi d'autres. Accra se développe très vite, donc tous ceux qui sont au Ghana pensent que lorsque vous venez à Accra, vous allez réussir. Ainsi, la ville se développe plus vite que nous, les planificateurs, n'avons le temps d'en concevoir les aménagements. Si la ville est bien aménagée, alors nous pouvons avoir la main sur l'endroit où nous devons placer nos peintures murales, nos sculptures et toutes ces œuvres. La planification est toujours à la recherche du développement sous toutes ses formes. À Accra, les embouteillages sont peut-être juste l'occasion d'admirer ces peintures murales qui représentent un mémorial à l'héritage de certaines des figures les plus influentes et les plus remarquables de l'histoire ghanéenne. Nous retrouvons Marilyn Douala-Bel pour la suite et la fin de notre entretien de la semaine. Elle nous parle de la mission de Douala Art auprès des enfants et de sa conviction de l'importance pour les jeunes Africains de connaître leur histoire sans phare. Regardez. Vous vous battez, dites-vous, pour que la jeunesse puisse être au cœur de l'industrie de l'art aujourd'hui. Pourquoi est-ce si important? Il n'y a pas un pays qui réussit son développement s'il ne met pas un accent particulier sur sa jeunesse. Dans le fil de nos activités, nous nous sommes rendus compte qu'on s'adressait beaucoup à un public d'adultes, on s'adressait beaucoup à des personnes qui avaient déjà, de près ou de loin, au tout début de notre existence, on s'adressait à des personnes qui avaient de près ou de loin une relation avec la question artistique. Une poignée de personnes, encore une fois. Et dans le fil de nos suds, le Salon urbain de Douala, c'est un festival triennal qui a une thématique. Et cette thématique va faire l'objet de toute une série d'activités pendant les processus, pendant les 3 années, pour en fin de cycle avoir une grande fête. Dans le sens étymologique du festival, c'est la fête. Et donc, dans ce processus-là, au fil du temps, nous nous sommes rendus compte qu'il nous était essentiel de nous adresser à la jeunesse. Pourquoi cet engagement direct? D'abord parce que dans les établissements scolaires, jusqu'à aujourd'hui, même si maintenant c'est un petit peu en train de bouger un tout petit peu, dans les établissements scolaires, il n'y a plus de formation au dessin, à la libération de l'imaginaire. Il n'y a pas de formation au chant, sauf dans quelques établissements privés. Dans les établissements publics, où la majorité des élèves se rendent, il y a cette dimension de création, il y a cette dimension de libération de son énergie créative qui n'existe pas. Donc on s'est rendu compte de ça. Et c'est la raison pour laquelle nous avons commencé à organiser des visites de nos expositions avec les élèves. Et petit à petit, on s'est rendu compte que les élèves avaient du mal à dire, quand on leur demandait de commenter l'exposition qu'ils avaient vue, ils avaient du mal à dire, à sortir des mots, à énoncer. Et donc, on s'est dit peut-être qu'ils auront plus de facilité par le dessin. Et là, nous avons invité les enfants, les élèves, et des enfants de quartier aussi, à s'exprimer par le dessin. Et c'est impressionnant ce que les enfants peuvent dire au travers d'un dessin. Le dessin n'étant pas un objectif en soi, le dessin n'est qu'un moyen par lequel le discours, je vous dis, l'art est porteuse de discours. L'art est un lieu d'expression où on dit des choses. Le dessin étant, on demandait aux enfants, mais qu'est-ce que vous avez voulu dessiner là? Expliquez-nous.
Et là, il prenait le soin de dire j'ai fait ça parce que ceci, j'ai pris ces couleurs-là parce que cela, etc. Ils commençaient à avoir une capacité d'expression libre de ce qu'ils avaient choisi d'exprimer par le dessin. Extraordinaire. Cette capacité d'expression libre est-elle aussi au cœur du projet Douala? Il y a un combat que Douala mène depuis quelques années, c'est de dire, quelle que soit ma géographie de provenance, quelle que soit la civilisation dont je suis issu, je parle de la civilisation du bronze qui est à l'ouest, je parle de la civilisation du bois qui est au littoral, je parle de telle ou telle civilisation, celle de la terre cuite qui est à l'extrême nord, ou au nord, quelle que soit la civilisation dont nous sommes issus, nous sommes tous Camerounais. C'est un débat sur lequel nous invitons les enfants, notamment, à s'exprimer par le dessin. Et pour ce faire, nous faisons circuler une exposition dans les établissements scolaires et dans les quartiers, qui est une exposition qui parle des 30 premières années du Cameroun. Le Cameroun est né en 1885, précisément, à partir de la signature du traité germano-douala que l'un de mes ancêtres, avec d'autres chefs et rois, ont signé avec les représentants de l'Empire allemand. Mais alors, en quoi ces 30 années sont capitales? Et comment cette exposition favorise-t-elle vos objectifs d'éveil de la jeunesse? 1885, 1916, les Allemands partent. Le Cameroun a été sous protectorat. Le nom Cameroun est né en tant que pays, en tant que territoire, est né à ce moment-là. 30 ans. 30 années où le fait colonial, le fait protectoral a interdit la naissance d'une nation, mais a permis la naissance d'un territoire. Mon ancêtre, Rudolf Valamangabel, est mort pour défendre un projet de nation. Ça n'a pas pu être fait. Et donc, nous essayons de donner à toutes les personnes que nous rencontrons, principalement les jeunes, dans les établissements scolaires, on incorpore les enseignants, notamment d'histoire, qui ne connaissent pas véritablement cette histoire, par cette exposition, des conférences qu'on donne dans les établissements scolaires, et on invite les jeunes, au regard de cette exposition, à choisir le sujet sur lequel ils vont s'exprimer par le dessin. Dites-nous ce que vous avez compris et dites-nous ce qui vous a semblé important. Et c'est impressionnant, la restitution. On redécouvre même l'histoire au travers du regard des enfants et ensuite les mots qu'ils mettent là-dessus. Je pense que nous avons formé des tribuns de 2050. Je ne serai plus là pour l'apprécier, mais je prie vraiment pour que les choses puissent se passer dans ce sens-là. Voilà, Initiative Africa, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver l'interview de Marilyn Douala-Bel dans son intégralité, ainsi que nos émissions sur notre site internet africaonair.com et bien sûr également sur tous nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à liker, partager et commenter avec le hashtag Initiative Africa TV Show. Et n'oubliez pas, la semaine prochaine, même chaîne, même heure, je vous donne rendez-vous avec Business Africa. Bonne semaine à tous.